d'un impératif de sécurité, ces dernières années, on peut constater un changement assez profond dans le type de gouvernement et dans le type de législation qui sont mises en place. La liberté a déjà disparu. Nous sommes déjà dans un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de publier ce que nous voulons, un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de manifester, sauf à être contrôlés avant la manifestation par des représentants du parquet. Ça n'est rien. Évidemment, on n'est pas la Turquie, on n'est pas encore l'Égypte de l'effarant Al-Sisi, mais nous sommes déjà dans un pays dans lequel notre idée absolument transcendante de la liberté qui doit céder à tout le reste, cette idée-là a disparu à cause de cet arbitrage entre la liberté et la sécurité. Vous reprochez aujourd'hui au gouvernement d'avoir fait rentrer dans le droit commun les mesures d'exception de l'état d'urgence. L'article 2, en l'état, est un monstre juridique. Puisqu'au fond, on réinvente ce qu'on appelait au XIXe siècle les classes sociales dangereuses, vous voyez, la présomption de culpabilité. Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption, des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues ? On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Mais oui, vous êtes présumés, par votre attitude, vous êtes présumés être résistants, donc on vous entôle. Face à l'urgence, la chancellerie décide, mais sans concertation avec les professionnels. Ils ont décidé, par exemple, qu'on pouvait maintenir une détention sans qu'un homme soit présenté à des juges. Alors ça, depuis 1793, loi dite des suspects, on n'avait jamais vu. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est que ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Non. On n'a pas entendu grand monde en parler. Moi, mon métier est mort. Souvent, on veut montrer cela à travers un roman bien connu qui est 1984, qui est l'instauration d'un pouvoir totalitaire de l'information qui réduirait notre façon d'agir, notre façon de penser, notre liberté d'expression, au point de faire de nous simplement des bons petits soldats de la société. Les derniers exemples pourraient nous être donnés au cours de cette pandémie. Ça n'a marché nulle part dans le monde. Partout on a utilisé ça, on est revenu en arrière, mais partout on l'a utilisé, on s'en est servi après pour le généraliser à d'autres cas. Vous savez, je connais le coup, on commence par une mesure exceptionnelle, puis après c'est tout le temps. On a l'impression que ça a été l'occasion de permettre à l'État d'accéder à des données, d'accéder à un traçage, d'accéder à une surveillance qui va continuer ce mouvement de réduction des libertés. Et c'est pour ça que de plus en plus, on considère que les politiques sont à l'origine de la mise en place d'un État qu'on pourrait qualifier presque de totalitaire. Mais ça, c'est une lecture peut-être intéressante, peut-être fondée sur un certain nombre de points, mais qui est assez facile. Elle est d'autant plus facile qu'elle déculpabilise complètement les sujets que nous sommes, comme si nous n'étions pas partie prenante de ce processus, comme s'il n'y avait pas une demande de sécurité de la part des personnes qui sont soumises à cette autorité, comme si au fond, cette servitude qui s'installait, ce n'était pas nous qui la demandions, et ce n'était pas nous qui refusions de nous révolter en masse contre cette absence de liberté. Et il y a mille et une façons de désobéir à ce qui serait une atteinte illégitime à notre liberté. Et c'est la question que pose Étienne de la Boétie au XVIe siècle. Il se demande comment se fait-il qu'un pouvoir tyrannique d'un seul puisse tenir face à toute une population. C'est grâce à Montaigne que nous avons connu ce petit ouvrage que nous allons étudier aujourd'hui, de la servitude volontaire. C'est une œuvre extrêmement puissante. Dans ce petit ouvrage, la Boétie cherche à montrer quelle est la raison, quel est le fondement de notre obéissance à un pouvoir qui serait tyrannique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il renverse la question. Il ne se demande pas tant quel est le pouvoir du tyran, quel est l'abus de pouvoir du tyran. Il se demande comment de notre côté nous acceptons un tel abus de pouvoir. Et c'est ça que nous allons lire maintenant dans son texte. Le titre du livre est donc de la servitude volontaire. Ce que veut bien analyser la Boétie dans ce livre, c'est l'idée selon laquelle nous sommes au service, nous sommes dans un état de servitude, presque d'esclavage, pas tout à fait, envers le pouvoir étatique. Et cette servitude, il la qualifie de volontaire. Ça voudrait dire que nous sommes le principe de cette servitude. Ce n'est pas le tyran qui impose son pouvoir, c'est nous qui donnons ce pouvoir au tyran. Ça, c'est plutôt paradoxal. C'est pour ça qu'il donne l'objet de son livre. Comprendre comment il peut arriver que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Et en effet, quand on y réfléchit, un tyran, un homme seul, est souvent un homme très faible. Et on voit mal comment la force d'un seul peut aller contre la force de tous. Là, il y a vraiment un paradoxe. En affirmant que l'homme est le plus faible de tous,
Eh bien, la Boétie veut montrer combien le rapport de force est déséquilibré à la défaveur du tyran, et combien du coup l'imposition d'un pouvoir tyrannique est un véritable mystère. Et ce d'autant plus qu'il semble que le pouvoir tyrannique nous vole de ce qui nous est le plus cher, la liberté. Naturellement, la seule chose que nous recherchons, c'est notre liberté. Et la Boétie dit un peu plus loin dans son ouvrage qu'on le voit chez les bêtes. Un cheval à qui on essaye de mettre un mors pour la première fois, un cheval que l'on essaye de monter pour la première fois, eh bien, il est rétif, il rue, il refuse. Il ne veut pas de cette contrainte. Progressivement, peut-être qu'il va s'habituer, mais on voit que le geste naturel de l'animalité, c'est la révolte contre toute contrainte. Pourquoi n'en est-il pas de même pour nous, et pourquoi au contraire sommes-nous à ce point soumis à cette autorité qui nous empêche de vivre? Son hypothèse donc, c'est qu'il y a une servitude volontaire, c'est-à-dire que nous sommes le principe même de l'obéissance. Nous sommes le principe même du pouvoir. Ni la force physique n'explique ce pouvoir, ni la sécurité n'explique ce pouvoir. En effet, on pourrait croire que, par souci de sécurité, nous confions tout notre pouvoir à l'État. Mais cet État tyrannique, puisqu'il est arbitraire, puisqu'il agit n'importe comment, rien ne dit qu'il n'assurera notre sécurité. Bien au contraire, parce que ce pouvoir repose sur l'arbitraire, eh bien, il veillera pour inspirer la crainte à ne pas assurer la sécurité de tel ou tel pour que les autres veillent à bien respecter l'ordre qu'il impose. Donc si ce n'est pas la sécurité, si ce n'est pas la contrainte physique qui explique la tyrannie, le seul principe de fonctionnement de la tyrannie ne peut être que dans ceux qui y obéissent. Ça c'est très intéressant parce que ça montre comment ces pouvoirs totalitaires, ces pouvoirs tyranniques, en fait répondent à une demande. Et cette demande, elle n'est pas de l'ordre de l'usurpation d'un pouvoir qui est pour quelques-uns contre tous, c'est parce que ce tous, parce que ce peuple, parce que cette majorité accepte ce pouvoir. Moi, je suis extrêmement inquiet le jour où on aura en France un pouvoir dictatorial. On sait comment ça se passera. Il ne se passera rien, puisqu'on vient de le voir. On vient de voir une mesure qui était, en termes démocratiques, on en pense qu'on veut, mais en termes de démocratique absolument scandaleuse, dans une indifférence générale. Moi, ça me frappe énormément. On peut donner deux citations qui manifestent cela pour la Boétie. Non seulement les hommes consentent à ce mal, mais ils le recherchent. Parce qu'en effet, en cessant de servir, on en serait quitte. Le pouvoir tyrannique n'a d'autre pouvoir que celui qu'on lui donne. En cessant de le servir, il s'effondre de lui-même. Donc s'il existe, c'est que nous voulons. Voyez le paradoxe. Comment expliquer que chacun d'entre nous consent à perdre ce que nous avons de plus cher, la liberté? Et au fond, pour la Boétie, il y a trois raisons. Certes, dans l'installation d'une tyrannie, il y a la contrainte. Mais cette contrainte, elle ne peut pas durer. Et puis, cette contrainte, elle est installée depuis très longtemps. En fait, le vrai ressort du pouvoir totalitaire, c'est l'habitude, c'est la coutume. Ce que Pascal, quelques années plus tard, nommera une seconde nature. Comme nous avons toujours expérimenté ce type de pouvoir, eh bien en fait, nous croyons que c'est naturel. Et c'est pour nous facile, spontané. Au fond, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est agréable. L'obéissance, en effet, est confortable. Il suffit de se reposer sur un autre. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui faisons un effort, ce n'est pas nous qui prenons le risque. Et quand on prend le risque d'agir par soi-même, quand on prend le risque d'être le véritable principe de son action, de dire oui, de dire non, de faire ou de ne pas faire, on prend le risque de l'échec, on prend le risque de l'effort, de la souffrance, on prend le risque de la longueur de l'action, et on prend le risque peut-être du regret, du remords. Là, on déculpabilise complètement parce qu'il suffit d'obéir, et si ça ne marche pas, ce n'est pas de notre faute, ce serait de la faute du pouvoir. Et donc nous nous accoutumons à ce confort de l'obéissance, nous nous accoutumons à respecter cela. Pour renforcer cette coutume, et c'est la deuxième raison que donne la Boétie pour expliquer le pouvoir tyrannique, le pouvoir sait très bien jouer des faveurs qu'il donne, et il donne en exemple les Romains du pain et des jeux. En distribuant le pain, en distribuant les jeux, eh bien, le peuple est content. Mais il faut bien comprendre, la Boétie, le paradoxe qu'il y a là. Si le pouvoir distribue du pain et des jeux, il ne fait distribuer que ce que le peuple lui a donné. Il n'y a pas de pain sans le travail du peuple. Il n'y a pas de jeu sans le travail du peuple. Autrement dit, le pouvoir ne redonne qu'une toute petite partie, sous la forme de plaisir, sous la forme de satisfaction, et même souvent très peu, pour permettre de faire croire qu'il s'occupe d'eux. En réalité, il flatte
En réalité, il est là pour séduire. En réalité, il est là pour masquer son usurpation. Mais en flattant et en apportant du plaisir, cela suffit à calmer les gens. On pourrait réfléchir au pain et aux jeux contemporains. Évidemment, les médias et Internet seraient quelque chose de très puissant. C'est Jean, il vient de découvrir Netflix et c'est exactement ce qu'il attendait. En fait, c'est ce qu'on attendait tous. L'accès à ces sources d'informations, de médias, de films, de contenus, en fait, suffit au divertissement. Nous sommes dans une société du divertissement. Nous sommes dans une société où Netflix propose des séries qui sont peut-être le but de notre journée. Eh bien là, il y a une source de divertissement très grande qui fait que nous ne pensons plus à nous révolter. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle le pouvoir tyrannique est installé, c'est l'organisation d'un pouvoir totalitaire. En fait, le tyran, le pouvoir n'est pas capable de tenir tout le monde, mais il est capable, par faveur, contre faveur, flatterie et crainte, de tenir un petit nombre de personnes. Ces petits nombres de personnes qui détiennent donc un petit pouvoir, un certain pouvoir, eh bien sont capables d'exercer leur pouvoir chacun sur un petit nombre de personnes. Et de manière pyramidale, en fait, tout le monde dépend d'une certaine autorité qui est très proche et qui, ultimement, remonte au pouvoir central. Et c'est ce qui explique que toute la société soit tenue par ce jeu d'entre-faveur. Et la Boétie le note bien, toutes ces personnes-là ne s'entraînent pas, elles s'entrecraignent. Et donc il s'agit d'être toujours dans un jeu très fin où on craint la personne qui nous est supérieure et donc on lui offre des faveurs, elle nous offre des faveurs en retour pour nous faire croire à son affection et pour nous donner les moyens d'action tout en sachant qu'elle peut nous ôter ce petit pouvoir, nous ôter cette faveur, auquel cas on serait disgracié, ce qui serait extrêmement problématique. Ces trois raisons donc, la coutume, les plaisirs et le divertissement, l'organisation pyramidale du pouvoir font que nous sommes tellement habitués à cette structure-là que nous obéissons par automatisme. Au contraire, la Boétie ne cesse de répéter que ce qui est véritablement naturel, c'est la liberté. Mais l'éducation et la coutume ont complètement recouvert, masqué la véritable liberté. Et c'est elle qu'il nous appelle à retrouver. Et elle dit que seul le savoir et l'agir permettent de retrouver cela. Mais il dit à quel point c'est très important de le faire parce que c'est vraiment cela qui fera tomber n'importe quel pouvoir. Pour faire comprendre le pouvoir, il prend une analogie, c'est celle du feu. Un feu, plus vous le nourrissez, plus il est puissant, plus il devient grand. Un feu, vous pouvez l'étouffer. Vous enlevez l'oxygène, vous enlevez le combustible, progressivement et même très vite, le feu s'éteint. Le pouvoir tyrannique, le pouvoir totalitaire, il est de cet ordre-là. Soyez décidés à ne plus servir et vous serez libre. Il ne faut ni le pousser, ni l'ébranler, mais seulement ne le soutenez plus. Et vous le verrez comme un grand colosse à qui l'on a dérobé sa base. Voyez, c'est comme le feu. Ôtez ce que vous enlevez au pouvoir et il va tomber. Il ne s'agit pas pour la Boétie de proposer quelque chose qui est une révolte active, qui est une révolution. Il dit que le principe du pouvoir, c'est notre adhésion. Il suffit de retirer notre adhésion et de reprendre notre liberté de mouvement sans même chercher à faire tomber ce pouvoir pour qu'il tombe de lui-même, faute de combustible. C'est à ça qu'il faut réfléchir et nous allons proposer 2-3 éléments dans un instant.